Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au programme de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons une fois encore sur le sujet réglementation européenne qui anime la communauté crypto, mais aussi évidemment la Commission européenne. En ce moment avec deux textes, le texte MiCA mais aussi le texte TFR, Transfer of Fund Regulation. Nous demanderons à Nicolas Louvet, CEO de CoinHouse, ce qu'il en pense et comment peut évoluer ce secteur en fonction de la réglementation européenne. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique d'investissement hydrogène. Que veut dire investir dans l'hydrogène et comment se positionner sur cette thématique? Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Étienne Franc, le CEO de i24, mais également CEO et cofondateur de 5T Hydrogène, mais aussi Vafa Hamadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine, avec un sujet qui anime la communauté crypto. En ce moment, c'est le sujet de la réglementation au niveau européen des activités donc en lien avec les crypto-monnaies ou les crypto-actifs sur le sol de l'Union européenne. Une réglementation qui agite finalement le secteur du fait qu'elle pourrait être assez drastique pour le secteur, avec en ligne de mire deux textes, notamment le texte MiCA, mais aussi le texte Transfer of Fund Regulation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer par le sujet réglementation au niveau européen. Deux textes, MiCA, Market in Crypto Assets, et TFR, Transfer of Fund Regulation, avec différentes avancées, des discussions en cours, une volonté d'ailleurs au niveau français, donc du fait que la France soit à la présidence de l'Union européenne, en ce moment de faire avancer ce texte normalement sous sa présidence, donc des discussions qui devraient avoir lieu et se terminer d'ici peut-être la fin du mois de juin, enfin de quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai envie de dire plusieurs sueurs froides pour le secteur. D'abord, une potentielle interdiction pure et simple du Bitcoin et de tout ce qui ressemble à une proof of work du fait d'un impact écologique. Et un deuxième sujet actuellement, et qui concerne en premier plan les plateformes comme CoinHouse, c'est la fin de l'anonymat lorsque l'on envoie lorsqu'on effectue des transferts avec des wallets non hébergés, donc hors plateforme, où là pour le coup il y a déjà une réglementation et notamment une réglementation de l'AMF sur le sol français. Comment est-ce que vous voyez cette réglementation où il faut jongler entre d'un côté réglementer un secteur et le réglementer de la même manière sur tout le sol européen et de l'autre permettre quand même à ce secteur d'émerger et de continuer à progresser? Alors tout d'abord, je pense qu'il faut rassurer aussi tous les investisseurs. On est dans Smart Patrimoine. Je pense que la régulation, elle est nécessaire. Beaucoup d'acteurs de la place, si ce n'est la très grande majorité, le reconnaissent. Et ça souligne aussi la maturité d'un marché, le fait qu'il s'inscrit dans la durabilité. Et l'Union européenne, les États membres et la plupart des parlementaires ne souhaitent pas la fin des cryptos, mais souhaitent plutôt les inscrire dans une vraie vie financière et dans des textes en fait qui légitiment les activités, qui légitiment les plateformes. Donc c'est plutôt rassurant en réalité pour les investisseurs et même pour les plateformes comme nous de nous dire qu'on ne nous considérait pas il y a quelques années. Maintenant on nous considère, on nous fait des textes exprès pour nous. Qui vous sont dédiés, effectivement. Voilà, c'est un vrai plaisir. Donc l'idée fondamentale, c'est quand même le développement d'un marché qui va être multiplié par 3, 4, 5, 6, 7, 10 dans les années à venir. On va revenir sur la position de la Commission européenne, mais ce qu'on entend souvent, et d'ailleurs sur le plateau de Smart Patrimoine, c'est on attend de savoir quelle sera la réglementation pour ensuite pouvoir se positionner sur ce marché.
En fait, les gens sont déjà positionnés. Alors oui, vous avez pas tous, mais oui, bien sûr. Vous avez déjà en France des acteurs qui sont établis. On a plus d'une centaine de membres à la DAN qui représentent une pluralité du secteur. Vous avez des acteurs assez forts également à l'étranger, d'autres associations, des acteurs extra-Union européenne qui veulent s'établir en France ou en Europe. Donc ça veut bien dire en fait que le marché est déjà là. On a des acteurs bancaires, des acteurs financiers qui s'y intéressent de plus en plus. Alors c'est plus à eux que je pensais quand je disais on attend de savoir quelle sera la réglementation pour se positionner. Oui. C'est déjà acté. Donc le marché va se développer, le marché des crypto-actifs va se développer, le marché des plateformes va se développer. Et donc c'est plutôt bon pour les investisseurs de considérer ce marché et de considérer qu'il doit s'ancrer dans des règles. Ça, pour la crypto-finance, c'est que moi je l'ai dit depuis des années, ne peut pas ignorer une forme de régulation. On ne peut pas avoir des marchés qui représentent des milliers de milliards en dehors de toute règle. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut de toute façon les inscrire. Donc, la régulation, elle est née quelque part en France et dans d'autres pays d'une première vie. Aujourd'hui, elle va se prolonger dans une vie européenne. On est dans une phase critique de la décision européenne. On est entré dans une phase particulière de la réglementation, des décisions qui s'appellent en fait le trilogue, dans laquelle vous avez le Conseil de l'Union, la Commission européenne et le Parlement qui doivent se mettre d'accord. Donc déjà, ça veut dire que les textes ont déjà été largement débattus, on y a contribué. Le Parlement a énormément apporté d'éléments à cela. Certains sont négatifs, d'autres sont positifs, de façon à arriver sur un compromis. Donc déjà, il y a des choses qui sont assez figées, puisque la décision doit se faire entre trois parties qui ont chacun des propositions. Il n'est pas évident d'introduire des propositions nouvelles. Et en effet, comme vous l'avez dit, ça va se faire assez vite maintenant et on va aller sur une application assez rapide, je pense, ensuite de cette application. Maintenant, dans ces textes, il y a des éléments qui sont positifs et d'autres qui font relativement peur et qui peuvent bloquer certains types d'usages ou plutôt bloquer la compétitivité de l'Union européenne. Et alors lesquels justement quels sont ceux qui vous font peur aujourd'hui ? Le bannissement du Bitcoin, ça faut oublier, c'est pas imaginable, ça a été exclu en fait des textes, ce n'est même pas sur la table. Donc il y a un élément. C'est une petite frayeur, mais ça n'est plus sur la table aujourd'hui, effectivement. Je pense on s'est plutôt bien exprimé sur le sujet. J'ai pas été le seul, mais non, bien sûr, effectivement. Je pense que il y a des gens au sein de l'Union européenne et au sein des comités décideurs de l'Union européenne qui sont plutôt quand même assez au fait de l'importance d'une économie et qui vont pas faire n'importe quoi, même s'il y a des questions environnementales qui doivent être traitées. Donc en effet, il y a un volet environnemental. Mais alors le sujet, c'est l'anonymat aujourd'hui plutôt. C'est le fait d'aller vérifier. Donc en fait, quand on est une plateforme, on sait qui on a sur sa plateforme. Donc en fait, le sujet de l'anonymat n'est pas réel quand on est sur une plateforme de droit français. En revanche, il le devient quand on veut faire un transfert sur un wallet non hébergé, et c'est là où ça coince entre guillemets pour l'industrie. Alors, il y a en effet des éléments qui coincent à ce niveau-là. Il y a des éléments qui coincent au niveau environnemental où il faudra publier un certain nombre de textes, d'indications, de notifications auprès des investisseurs sur le volet environnemental de telle ou telle crypto, c'est-à-dire comment elle a été produite, sa consommation énergétique. Donc ça, c'est un aspect. Sur l'aspect de l'anonymat, en effet, il y a un texte voulu par un organisme qui dépasse l'Union européenne, qui s'appelle le GAFI, qui souhaite en fait appliquer une règle qui s'appelle la Travel Rule, qui consiste à échanger des informations entre deux plateformes quand une personne veut envoyer des cryptos d'une plateforme, CoinHouse, à une autre plateforme, qu'elle soit régulée ou pas. La nouveauté, c'est que il y a la question du transfert aussi d'informations quand il s'agit d'un unhosted wallet. Alors bien évidemment, vous n'avez pas contacté l'unhosted wallet, donc du coup, vous ferez une déclaration à un organisme, en l'occurrence en France, ça peut être Tracfin, pour informer en fait cela. C'est là où justement il y a une question de liberté individuelle, il y a une question de l'information qu'on doit transmettre, il y a une question sur le volet systématique, et ça c'est des sujets sur lesquels on souhaite justement avancer et mettre en avant les éventuelles problématiques qui sont liées à l'anonymat, à la privacy, le droit en fait à la propriété, à la conservation de ces données personnelles, ou au fait qu'aujourd'hui,
quand il y a un problème au sein d'un compte bancaire, l'État n'a pas accès à votre compte bancaire et ne sait pas nécessairement ce que vous avez sur votre compte bancaire. Il ne peut y avoir accès que quand il fait des demandes particulières ou quand il y a des décisions de justice. Alors que là, l'idée serait de systématiser, ça effectivement. pourrait être systématique. Donc on ne vient pas calquer en fait une réglementation financière traditionnelle sur le monde des cryptos. L'idée, c'est qu'on va plus loin. On va beaucoup plus loin parce qu'en du fait de risques potentiellement identifiés ou en tout cas d'idées reçues sur le secteur qui lui chevillent un peu au corps, quoi. Je pense qu'en fait, il y a un élément important, c'est que dans le domaine de la crypto, il y a des propriétés que vous ne retrouvez pas dans le monde financier traditionnel. La blockchain est un livre ouvert, puisqu'elle permet de retracer un certain nombre d'informations. Elle vous donne un solde de compte, ce que ne vous permet pas de faire un IBAN. Si vous me donnez votre IBAN, je ne sais pas combien vous avez sur votre compte, et je n'ai pas énormément d'informations sur votre compte. Si vous me donnez votre adresse de wallet, je peux regarder dans une blockchain quel est le solde de votre compte, ce que vous avez reçu, les transactions que vous avez envoyées. Alors, je ne connais pas nécessairement les contreparties parce que j'ai des adresses, pas de nom de personne. Mais à force de recouper des informations, vous pouvez commencer à cartographier, à avoir, je dirais, un peu plus d'intrusion dans la vie personnelle. C'est pas que la France, l'Europe qui se penche sur cette question. Il y a d'autres pays qui s'y penchent. Les règles du GAFI veulent s'imposer à un très grand nombre d'États. Elles ne sont pas allées jusque-là sur le Unhosted Wallet. C'est là où il faut, je pense, raison garder. Et il y a beaucoup de personnes au sein de l'Union européenne et même au sein de la Direction générale du Trésor en France, par exemple, qui considèrent qu'il y a une limite, justement, et un problème à aller trop loin dans cette réglementation. On est plutôt confiant sur ce point. Voilà. Il y a d'autres sujets au niveau de MiCA. C'est un texte extrêmement important. Il y a la question de la reverse sollicitation qui est un vrai sujet pour nous parce qu'on en a globalement plutôt marre en tant que plateforme européenne de nous être imposé un certain nombre de règles et d'avoir des plateformes qui sont extra-Union européenne, qui font du démarchage parfois plutôt actif auprès des investisseurs, des épargnants européens, sans être inquiétés et sans avoir réellement d'obligation ou de blocage possible par les autorités de contrôle. Et ça, c'est pas prévu dans la réglementation MiCA ? Alors justement, il y a quelque chose qui a été rajouté qui est de dire la reverse sollicitation pourrait être interdite. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit, en fait, c'est vous, Nicolas, qui avez décidé d'aller sur une plateforme basée aux Seychelles ou quelque part en Asie du Sud-Est, parce que en fait, vous avez le droit d'y aller. En réalité, cette plateforme, elle a fait de la publicité sur des réseaux sociaux, elle vous a contacté sur Instagram, elle a fait un certain nombre de démarches, et c'est vous qui finalement avez décidé d'y aller. C'est là où le sujet, je trouve, est intéressant. Nous, on est plutôt justement pour interdire cette reverse sollicitation parce que globalement, ça ne protège pas les épargnants européens. Quand vous avez des problèmes avec ces plateformes, vous pouvez juste rien faire et ça crée en fait un système de compétitivité en fait inversée. En fait, on est dans un processus anticoncurrentiel au niveau européen, ce qui est vraiment pas bon. Et on s'arrêtera là pour essayer de comprendre en une dizaine de minutes cette réglementation au niveau européen et la façon dont on le voit lorsqu'on est une plateforme et donc sur le sol français donc et notamment sous le contrôle de l'AMF, on peut le dire. Alors le contrôle, le mot est un peu fort, mais en tout cas AMF et ACPR. AMF et ACPR. Merci beaucoup Nicolas Louvet, CEO de CoinHouse. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement dans l'hydrogène. Que veut dire investir dans l'hydrogène en 2022 et surtout comment se positionner sur cette thématique? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Étienne Franc, CEO de Hy24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Bonjour Pierre-Étienne Franc. Hy24 et 5T Hydrogène, j'ai envie de dire deux acteurs qui permettent d'investir finalement sur cette thématique hydrogène. On a également autour de la table, donc dans Smart Patrimoine pour en parler, Vafa Hamadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPR AM.
CPRM. Bonjour Vafa Hamadi. CPRM qui se positionne également sur ces thématiques hydrogène. Vous nous en parlerez dans un instant. On va peut-être commencer avec vous, Pierre-Étienne Franc. Investir sur le sujet hydrogène revient à considérer qu'il existe une industrie de l'hydrogène aujourd'hui suffisamment grande pour demander des investissements et créer une activité économique derrière. On a l'impression que ce sujet est sur le devant de la table depuis 2 ans, depuis le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est plus ancien que ça? Et quelle est l'industrie aujourd'hui de l'hydrogène, Pierre-Étienne? L'hydrogène, c'est une molécule qui existe depuis toujours, qui est là depuis l'origine des temps, la plus abondante, la plus légère, la plus énergétique au monde. C'est une industrie qui existe aujourd'hui essentiellement pour fabriquer de l'hydrogène pour alimenter les raffineries, pour alimenter les industries des fertilisants, des engrais. Et ça, c'est une industrie qui tourne assez naturellement avec des industriels classiques, des gaz industriels et pétroliers. Ce qui change, c'est qu'avec la transition énergétique, on veut essayer d'utiliser cette molécule qui est très particulière pour accompagner la transition et faire ce que l'électricité ne sait pas bien faire. D'accord. Donc, en quelque sorte, la transition énergétique aujourd'hui, c'est faire de plus en plus d'énergie renouvelable, éventuellement conserver le nucléaire, et puis sortir du pétrole et du gaz. Bien sûr. Ouais. Mais ensuite, il faut, avec cette énergie, cette électricité, il faut décarboner les grands consommateurs d'énergie, c'est-à-dire les transports lourds, l'industrie lourde et le chauffage résidentiel. La batterie électrique permet de le faire pour des voitures particulières. Et ça existe déjà aujourd'hui pour le coup. Et ça se développe très fortement. Mais dès qu'on commence à vouloir transporter de manière beaucoup plus intensive des passagers sur de longues distances ou des paquets, quand on est dans la logistique lourde, alors on n'a pas assez de place avec une batterie, on n'a pas assez d'autonomie et on a besoin de passer à un autre système. Et l'autre système, c'est de l'hydrogène. Mais alors, ça fonctionne comment? Ça veut dire que c'est de l'hydrogène qui va remplacer le carburant en quelque sorte? En l'occurrence, l'hydrogène permet de se substituer au pétrole ou au gaz dans un certain nombre d'endroits où j'ai besoin d'une densité énergétique très forte. Donc qu'est-ce que je fais? Je fabrique de l'hydrogène. Alors pour ça, c'est une énergie secondaire, donc je casse une molécule d'eau ou je casse une molécule d'hydrocarbures. D'accord. Je garde le CO2 pour ne pas l'émettre parce que sinon ça ne sert à rien. Et cet hydrogène, ensuite, je le recombine avec l'air dans une pile pour faire de l'électricité. Et donc avec ça, j'alimente un taxi, un camion, un train, peut-être après-demain des avions. Et surtout, je vais aussi remplacer cet hydrogène, je peux essentiellement sous forme gazeuse comme je l'utilise aujourd'hui. L'énergie de l'hydrogène sous forme gazeuse est très 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 performante et je peux remplacer du gaz naturel, je peux remplacer du pétrole. Donc quand je regarde le bilan énergétique d'un continent comme l'Europe, qui est aujourd'hui dans une crise majeure. Bien sûr, et où les sujets d'indépendance énergétique et de transition énergétique sont sur le devant de... Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je dois sortir du pétrole et du gaz. Bon, le pétrole, ça sert à quoi? Ça sert essentiellement au transport, un peu à la chimie. Et le gaz, ça sert au résidentiel, à l'électricité et un peu à la chimie. Donc, toute la partie transport lourd, industrie lourde, je ne vais pas arriver à la remplacer par de l'électricité pure. Il me faut de l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que la Commission européenne, par exemple, a annoncé il y a quelques semaines, en pleine crise ukrainienne, qu'il allait y avoir un certain nombre de plans, sobriété, diversification des approvisionnements de gaz naturel, mais aussi multiplication par 4 des besoins d'importation d'hydrogène ou de fabrication d'hydrogène de façon à décarboner tous ces secteurs aval, sinon je n'en sortirai pas. Et alors justement, ça amène 2 questions. La première, c'est qu'effectivement, quand on parle d'énergie hydrogène, ou en tout cas d'utilisation de l'hydrogène, c'est très souvent relié au transport. Donc première question, est-ce que c'est la seule industrie qui va se voir transformer avec l'hydrogène? Et deuxième question, sur ce sujet d'indépendance énergétique au niveau européen, on a l'impression que ce qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui, c'est le sujet du nucléaire ou des énergies renouvelables. Alors j'imagine que quand on parle d'énergie renouvelable, on intègre l'hydrogène, mais cette solution est finalement pas la plus mise en avant. Quel est le frein à son développement aujourd'hui? En fait, alors, première question. En gros, la moitié des besoins futurs de l'hydrogène va servir plutôt à décarboner les transports lourds et l'autre moitié va servir à décarboner les besoins industriels qui sont soit déjà utilisés, approvisionnés par de l'hydrogène, mais faits à base de gaz naturel. Donc, d'accord. Toujours, donc il faut changer l'origine finalement de l'hydrogène utilisé. De l'énergie propre pour le faire, donc renouvelable ou nucléaire. Et deuxièmement, pour décarboner des procédés qui utilisent du gaz ou du pétrole et pour lequel il n'y a pas d'autre solution. Alors, on en parle peu, oui et non, ça dépend de quel angle, sous quel angle. C'est vrai que le premier sujet, c'est d'abord de diversifier les approvisionnements de gaz naturel et puis ensuite de trouver d'autres sources d'énergie renouvelable. Mais très vite, on bute sur le fait que l'Europe n'a pas assez de place pour faire toute seule toute l'énergie renouvelable dont elle a besoin. D'accord. Ouais. Même en rajoutant de taille de territoire, tout simplement. Juste en rajoutant même le offshore, on n'y arrive pas. On a besoin d'aller en chercher ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour transporter cette énergie renouvelable qui a des gisements considérables dans des pays plus lointains, où il y a des espaces vierges très importants, pas de demande locale et un potentiel de vent ou de solaire très fort? Eh bien, il faut la transformer.
Donc je prends cet ingénieur-là, je fais l'électricité avec, je casse une molécule d'eau avec, je fais de l'hydrogène, et ensuite je la transporte sous différents vecteurs. Et ce que je cherche à transporter, c'est cette énergie dans un vecteur riche en énergie qui est l'hydrogène. Et c'est pour ça que l'hydrogène arrive en deuxième temps. D'accord, c'est pour ça que ça ne fait pas partie du sujet actuellement, parce que c'est le moyen d'utiliser finalement l'énergie qu'on aura créée. Alors, ça fait partie du sujet quand même, parce que quand la Commission européenne dit je vais passer... Aujourd'hui, l'Europe... Oui, bien sûr, ça fait partie du sujet. Quand la Commission européenne dit je passe de 5 millions de tonnes en plus d'hydrogène vert à 20 millions de tonnes, les besoins en équipement d'électrolyse, de distribution, de transport, d'infrastructures, de distribution de stations-service pour les transports, de conversion des grands sites sidérurgiques ou de certains sites de cimenterie, de pâte à papier et autres, sont gigantesques. On parle de centaines de milliards d'euros. Et on parle de ça sur les 10-15 ans à venir. Donc en fait, on est sur un sujet qui est gigantesque, mais qui est au sein d'un sujet lui-même gigantesque, qui est la transition énergétique. Un autre élément pour voir l'importance de l'hydrogène, c'est il y a eu une étude qui avait été faite par Goldman Sachs qui montre que plus la consommation d'hydrogène vert augmente, plus cela montre que la transition énergétique est en marche. D'accord. C'est-à-dire que si on a réussi au niveau mondial à passer sous les 2 degrés en 2050, alors on aura besoin de 500 à 600 millions de tonnes d'hydrogène. Si on a réussi seulement en 2070, donc on a décalé, on n'aura besoin que de 200 millions de tonnes d'hydrogène. Ça veut dire qu'on n'aura pas été au bout de tout le travail de conversion de nos industries et de nos procédés à l'hydrogène pour arriver à faire cette transition. Parce que sans l'hydrogène, on n'arrive pas à boucler la boucle complète. C'est ça l'enjeu. Alors, si je comprends bien, une transition énergétique ne peut pas se passer de l'hydrogène. Vafa m'a dit, c'est donc un sujet d'investissement. D'ailleurs, on a vu un certain nombre d'IPO sur les marchés financiers il y a quelques années. Maintenant, je pense à HRS ou à McPhy Energy ou à HDF, des entreprises qui sont introduites en bourse. Il y a eu une demande massive ou une souscription massive d'un certain nombre d'investisseurs particuliers et ou professionnels. Alors là, on était sur des transformateurs, j'ai envie de dire, donc de créateurs d'hydrogène, ou alors des solutions qui allaient permettre d'approvisionner en hydrogène. Est-ce que c'est le moyen le plus direct, effectivement, de se positionner sur cette thématique d'investissement? Mais si j'entends ce que nous dit Pierre-Étienne France, et si toute une industrie se transforme, finalement, la thématique d'investissement est beaucoup plus large que simplement des producteurs d'hydrogène. Absolument. D'ailleurs, l'hydrogène, en tant que vecteur d'investissement, cette fois-ci, existe, parce que c'est un écosystème industriel qui est d'ores et déjà très important en termes de taille, et qui est en pleine transformation, en pleine accélération, mais qui existe. D'ailleurs, le fonds, absolument. D'ailleurs, le fonds que nous avons lancé, CPR Invest Hydrogène, il y a à peu près 5 mois, consiste à investir dans l'ensemble de l'écosystème hydrogène, de l'amont en aval. D'ailleurs, l'écosystème que nous avons défini en étroite collaboration avec Pierre-Étienne, puisque vous avez besoin évidemment des sources d'énergie. C'est ce qui a été dit, donc ça va de l'amont. Puis ce à quoi vous venez de faire allusion, c'est-à-dire les composants, les électrolyseurs, les équipementiers. C'est ce que j'allais dire, les équipementiers, les piles à combustible, etc., qu'on appelle les enablers en anglais. Donc qui permettent de transformer l'énergie première en hydrogène. Exactement. Et puis vous avez dans un troisième temps tout ce qui est production, stockage, transport, l'infrastructure dont on a parlé, et puis à la fin, les utilisateurs. D'accord. Et dans les utilisateurs, vous avez mentionné les voitures. Oui, nous avons des Toyota qui utilisent d'ores et déjà, ne serait-ce qu'à travers la flotte parisienne, hype que l'on connaît, les taxis parisiens, de l'hydrogène, mais on ne le sait pas. Toyota est l'un des premiers producteurs de piles à combustible au monde, c'est-à-dire les moteurs, si je puis dire, qui utilisent l'hydrogène. Donc c'est une industrie qui existe, qui est en pleine accélération et qui répond surtout à un besoin impérieux qui est l'économie net zéro. Si on veut arriver à décarboner l'économie d'ici 2050, notamment sur les industries qui sont très difficiles à décarboner. On a parlé de l'acier, de l'aluminium, etc. Il faut passer par ça. Donc effectivement, si on regarde ça comme thématique d'investissement, on investit dans des voitures, potentiellement, dans des voitures pas directement, mais en tout cas dans une industrie automobile. Oui, mais en tant que vraiment une partie. Une partie. Et là, quand vous nous parlez d'acier et d'aluminium, ça veut dire qu'on va également pouvoir, en bout de chaîne, investir dans des entreprises industrielles qui utilisent l'hydrogène. D'accord. Absolument. C'est toute la chaîne de valeur qui bascule. Toutes les industries qui ont des procédés très intensifs en énergie vont devoir les convertir avec des énergies propres. Donc soit prendre de l'énergie renouvelable, soit de l'hydrogène, soit des dérivés de l'hydrogène. Donc le pétrole, les utilities, les applications industrielles de la sidérurgie, du ciment, de la pâte à papier, le raffinage, la chimie, tout ça va être confronté à la problématique hydrogène. Et puis au milieu, vous avez tous ceux qui transforment, donc qui fabriquent l'hydrogène, qui le transportent, qui le liquéfient, qui le compriment, etc. Donc c'est un écosystème extrêmement large. Il ne faut pas le réduire à la voiture parce qu'en plus, aujourd'hui,
La voiture, c'est beaucoup la batterie. Donc Effectivement, l'hydrogène va venir, mais il va venir en complément. Il va plutôt aller chercher les camions, les bus, les trains, etc. Mais ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs Toyota, Hyundai, tous ces gens-là regardent des applications de piles à combustible pour tous ces usages et pas uniquement pour la voiture. Donc on ne le réduit pas à la voiture, effectivement. Bon, je vous poserai peut-être la question sur l'avion, parce qu'il y a eu Alors beaucoup l'avion, de... oui, l'avion beaucoup de gens sourient sur l'avion. Mais la densité énergétique de l'hydrogène sous forme liquide, qui est une molécule qui se refroidit à très très basse température, est équivalente à celle du kérosène qu'on met dans un avion. Le sujet, c'est le volume. D'accord, Arriver ouais. à faire des avions qui sont du fait un peu plus gros. Pour Mais emporter plus d'hydrogène avec eux. D'accord. Mais moi, je crois que Airbus est extrêmement sérieux sur ce sujet. Hein. Donc, on ne va pas faire tous les avions à l'hydrogène. Mais on va faire des avions avec des biocarburants ou avec des e-fuels. Et les e-fuels, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec du carbone. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, l'hydrogène est l'étalon de la progression de la transition énergétique. Et alors justement, Vafa m'a dit, quand on parle de stratégie d'investissement, donc si je comprends bien, il y a déjà des industries qui existent qui utilisent l'hydrogène, donc oui. en fait on n'est pas sur une thématique d'investissement qui qui doit doit faire ses preuves. science-fiction. D'accord, Oui, oui. on est dans la réalité On est aujourd'hui. dans la réalité aujourd'hui. Voilà. Et toute la difficulté pour nous était de définir l'écosystème de l'hydrogène, c'est ce qui a été fait, et de pouvoir l'offrir à l'ensemble des investisseurs. Et c'est ce que nous avons fait. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au-delà de l'économie zéro carbone vers laquelle on voudrait tendre d'ici 2050, c'est qu'il fallait donner une solution d'investissement vraiment pérenne et solide et robuste aux investisseurs. D'ailleurs, aujourd'hui, le fonds hydrogène a une volatilité, parce que ça a de l'importance, Bien une sûr, bien sûr, volatilité inférieure aux grands indices boursiers. Et en termes de valorisation, parce qu'on a parlé des valorisations complètement fantaisistes à un moment donné, notamment sur des valeurs à très forte croissance dans le domaine de l'hydrogène, ben nous avons une valorisation de ce fonds qui est inférieure à celle d'un indice comme MSCI World acquis. Donc il fallait vraiment donner corps à cette idée de manière assez pérenne, assez robuste. Donc si je reprends mes exemples de départ, alors je ne sais pas si vous investissez dessus ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas des petites valeurs, des small caps qui se lancent à fond sur ce sujet de l'hydrogène, il faut regarder ça de près quand même quand on est investisseur. Écoutez, on regarde ça de près parce que évidemment ça participe à l'écosystème. Nous avons d'ailleurs dévolu une partie du fonds à des introductions. Évidemment pas dans des proportions très importantes parce qu'il y a des questions de volatilité, de valorisation, mais nous devons de les suivre parce que effectivement c'est là que les idées prennent vraiment forme et deviennent des fleurons du lendemain. Voilà. Donc évidemment que oui. Alors ça, c'est pour la partie marché boursier. Pierre-Étienne Franc, il nous reste un peu plus d'une minute. Il y a d'autres manières d'investir également sur l'hydrogène et peut-être, alors là, plus en private equity. Oui, c'est pas forcément ouvert au grand public, mais c'est une solution qui existe également. En tout cas, c'est un moyen de montrer que tout ça est sous-tendu par une dynamique réelle productive de création d'assets. Et donc effectivement, ce que nous avons au sein de i24, qui est une société commune entre 5T et le groupe Ardian, Bien sûr, bien connu, ouais. asset manager bien connu en France, en Europe et dans le monde, c'est un fonds d'infrastructure qui est en train d'investir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de production, transport, distribution, application, qui a déjà levé près d'1,5 milliard auprès d'industriels et de financiers, et qui va déployer ça sur les 15 ans à venir, pour mettre en place les infrastructures dont on vient de parler depuis un quart d'heure. Voilà. Bon, donc si je comprends bien, quand on investit dans l'hydrogène, on investit dans l'économie, tout simplement. On investit dans le futur. On investit dans le futur, ça marche. Merci beaucoup Pierre-Étienne Franc, CEO de i24 et CEO et cofondateur de 5T Hydrogène. Merci Vafa Amadi, membre du comité de direction et directeur de la gestion action thématique chez CPRAM. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.